Bonjour à tous, vous écoutez la 46e vidéo rivarolienne, celle de mars 2022. Le mois de mars, rappelons à nous, le mois de Saint-Joseph. Ici Florian Rouenet et je suis en présence du directeur de publication, Monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à l'orée de ce printemps. Tout à fait, donc notre entretien dépend de l'actualité du moment évidemment, et je vous lancerai bien en tant que première question sur la fin du pass vaccinal, ou du moins sa suspension annoncée par Jean Castex. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Bien d'abord, tous les mots ont un sens et comme vous l'avez fait observer fort judicieusement, il n'est pas question d'une suppression du pass sanitaire, mais simplement de sa suspension. Il est levé, il n'est pas supprimé. Et c'est quand même très intéressant à noter parce que cela veut dire que cette entrée presque dans les mœurs, en tout cas cette entrée en vigueur comme un moyen, un instrument qui pourrait être utilisé de manière sinon permanente, en tout cas de manière récurrente, de manière systématique, lorsque les pouvoirs publics l'auront décidé pour une quelconque épidémie, quelle qu'en soit l'intensité, vraie ou fausse, c'est quand même un instrument de restriction des libertés qui est considérable, et c'est un moyen en plus de jouer sur la psychologie des foules finalement, parce que c'est le syndrome de Stockholm, hein, vous connaissez bien, finalement on réduit les libertés à quelqu'un, ou à un groupe en l'occurrence, et d'un seul coup les gens sont contents parce qu'on leur redonne un peu de liberté. Je me souviens que lors de la demi-finale de Roland Garros l'année dernière entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, le match le match n'était pas encore terminé, et finalement il y avait à l'époque un couvre-feu qui je crois était à 22h ou 23h à l'époque, et le match n'étant pas terminé, la direction, l'organisation du tournoi avait pu obtenir du gouvernement que exceptionnellement il n'y ait pas de couvre-feu pour les gens du stade, qu'ils puissent rester jusqu'à la fin du match. Je me souviens. Voilà. Ils avaient applaudi à tout rompre, voilà. Ils avaient applaudi à tout rompre et tout cela, et donc c'est très révélateur parce que c'est quelque chose qui est très courant et très puissant dans la psychologie humaine. Finalement, c'est que lorsque on vous prive de quelque chose, bien que ce soit de manière tout à fait injuste, indue, scandaleuse, lorsque cette personne vous le redonne, il y a souvent un sentiment presque de reconnaissance infinie à l'égard du persécuteur, finalement, qui d'un seul coup devient un apparent bienfaiteur, quoi, voilà. Et c'est quelque chose qui est quand même frappant. On le voit même parfois dans le couple, dans la famille, etc. Des gens, par exemple, le cas typique, par exemple, moi j'en ai connu, des jeunes femmes, par exemple, qui se font tabasser en permanence par un mari ou un compagnon, un concubin alcoolique, drogué, etc., mais qui quand même reste, l'aime quand même, et presque, je ne dis pas recherche les coups, mais en tout cas il y a quand même une forme de masochisme quelque part quand même. Bon, ça c'est un classique hein, de la psychologie humaine. Bon, et là en l'occurrence au niveau des foules, c'est quelque chose qui est quand même manifeste, hein, et donc il est vrai que bon, on en reparlera évidemment longuement, mais il est évident qu'aujourd'hui on peut dire que tout est bénéf, si j'ose dire, pour Macron, tout est bon pour Macron finalement, je veux dire, bon, et que en quelque sorte, si j'osais une formule un peu imposée, je dirais qu'il a vraiment les fesses brodées de nouilles, hein, si j'ose dire, parce que là vraiment tout lui réussit en quelque sorte, hein, je veux dire, plus il y aura de morts, on en reparlera, mais plus il y aura de morts dans la guerre en Ukraine, plus elle durera, plus c'est bon pour lui, puisqu'il apparaît comme le chef de guerre, le chef de la nation, le chef des armées, le sauveur, le taulier, bon voilà. En effet, il y aura les présidentielles et l'Ukraine. Bon voilà, on en parlera, bon, la fin quand même de l'épidémie, la fin presque totale de l'épidémie, les chiffres qui sont meilleurs, la croissance qui repart, le chômage qui diminue. Même donc, un point sur lequel vous devez revenir par rapport à Pécresse, puisqu'elle était plutôt en période d'ascension lorsqu'on en parlait précédemment. C'est exact. Alors que chaque discours l'a plombé. Tout à fait. Il faut dire que moi je dois dire que j'avais trouvé que dans les débats à l'intérieur des Républicains lors de la primaire, c'était pas la plus mauvaise, tant s'en faut. Elle avait fait des campagnes qui étaient relativement correctes pour être présidente d'Île-de-France, sur la forme j'entends. Hein. Bon, et là elle est absolument catastrophique, effectivement. Catastrophique dans le discours que je l'avais entendu, j'avais honte pour elle. Hein. Dans le discours au Zénith, je regardais mes chaussures. C'était impressionnant. Vous n'étiez pas le seul, oui. Et c'est là qu'on se dit, c'est quand même incroyable, parce que quelqu'un qui a quand même été, je crois, première dans les, je crois,
à l'ENA, enfin à HEC, la HEC, etc., qui était considérée comme brillante, être aussi mauvais orateur, aussi mauvais, parce que dans ce cas-là, si on sait qu'on n'est pas bon dans un exercice, bah dans ce cas-là, il aurait pu faire en sorte qu'il y ait, je sais pas moi, ou des questions avec la salle, ou une causerie, on lui pose des questions, un intervieweur lui pose un certain nombre de questions, enfin on organise de telle manière qu'on évite le fiasco, surtout que c'était pour elle très important de réussir cet exercice, c'est assez hallucinant. Et alors non seulement elle est très mauvaise oratrice, c'est-à-dire que le problème c'est qu'en plus on sent chez elle une insincérité qui est palpable, alors que Sarkozy, qui était aussi insincère, lui avait le talent de faire croire qu'il était sincère. Il n'a pas le même talent. D'ailleurs, moi je pense que Sarkozy, ça a été un piètre président, mais c'était de très loin le meilleur candidat, je veux dire, de droite, parce que il a tous les culots, il est excellent comme jeu d'acteur, excellent débatteur, excellent orateur, il est excellent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a berné énormément de gens. Bon, voilà. Et donc, elle n'a pas ce talent-là. Bon, il faut reconnaître de toute façon que pour une femme, c'est plus difficile, parce que dès qu'une femme s'exprime, par exemple, à la tribune, qu'elle crie, ça monte dans les aigus tout de suite, donc c'est très désagréable. C'est ce que disait le chancelier Hitler, lorsque c'est Pierre Citos qui me racontait ça, quand on lui faisait le reproche, faut toujours revenir aux fondamentaux. Eh bien, lorsqu'on lui reprochait finalement qu'il y avait à la NSDAP comme député que des hommes, mais il disait déjà un homme qui se met en colère, c'est pas très beau à voir, vous imaginez une femme. Bon, c'est du simple bon sens, quoi. Et il est certain que la féminisation de la vie politique, comme de la société en général, objectivement est une catastrophe. Hein. Et dire ça n'est pas être misogyne, mais simplement les faits sont là, c'est évident. Bon, voilà, il y a un ordre voulu par le créateur, par la nature. À partir du moment où on va contre, bon, bah, on s'expose à un certain nombre de dérèglements. Elles ont beaucoup de qualités autres qui peuvent être celles de douceur, de s'occuper des enfants ou des métiers justement proches de l'enfance, tout ce qui est paramédical, les instituteurs, etc. L'intelligence émotionnelle. Voilà, c'est ça. Bon, donc il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes. Il y a des choses qu'elles savent faire mieux que nous. Par exemple, moi je suis frappé, par exemple, lorsqu'on avait des bébés. Moi, par exemple, parfois la nuit, je n'entendais pas, ma femme elle l'entendait. Et j'en discutais avec des autres hommes de mon âge. Ils me disaient, moi c'est pareil. Moi c'est pareil. C'est ce qui provient. C'est pour ça quand on dit, par exemple, une paire homosexuelle, homme, qui pourrait s'occuper aussi bien d'un garçon, outre que c'est affreux, bon, sur le plan moral et comme concept. Mais si vous voulez, en plus, il faut pas faire assez attention. En plus, parce que la nature, le bon Dieu a créé les choses différemment. Bon, et il est certain que la femme, et puis en plus, il y a un rapport viscéral et tripal de la femme, qui est biologique, etc. Et donc, il est certain qu'une femme, tout de suite, dès qu'un enfant s'éveille, crie, elle l'entend, l'homme, pas forcément, quoi. Bon, s'il crie très fort, peut-être, mais pas toujours, quoi. Et j'en prends les chemins avec des hommes. Donc, il y a une complémentarité, si vous voulez. Et donc, les tâches ne sont pas les mêmes, et vouloir tout indifférencier, parce qu'aujourd'hui, tout est indifférencié au niveau des tenues vestimentaires, au niveau du vocabulaire, au niveau des mœurs, au niveau de tout, enfin, c'est une catastrophe. Bon, voilà. Bon, enfin, donc tout ça pour en revenir sur Valérie Pécresse, oui, elle eût pu éventuellement, dans la mesure où il y avait une concurrence dans le camp populiste entre Zemmour et Marine Le Pen, plus Dupont-Aignan, elle aurait peut-être pu éventuellement tirer son épingle du jeu et arriver dans notre trou de souris, à arriver au second tour. Mais il est évident qu'elle fait une campagne tellement catastrophique. En plus, elle a, je veux dire, on sent cette insincérité, parce que fondamentalement, elle est chiracienne, et donc elle est obligée, pour essayer de faire en sorte que beaucoup d'électeurs ex-fionistes n'aillent pas trop vers Zemmour, vers Le Pen, donc de tenir un discours un peu droitier mais qui ne lui correspond pas. Et en plus, elle ne tient même pas cela véritablement, puisqu'elle est allée faire, il y a quelques semaines, une interview à la revue homosexualiste Têtu, dans laquelle elle dénonce, je cite, les positions LGBT-phobes, elle est tout à fait favorable à la transition, au changement de genre, à ouvrir encore davantage aux associations LGBT dans les écoles, etc., ce qui est abominable, hein. Bon, les conséquences que ça. Bon, donc de son vue, elle fait du macronisme, quoi. Donc c'est Macron en jupon, et à la limite avec moins de talent, quoi, encore. Bon, voilà. Donc c'est une catastrophe, hein. Mais de toute façon, objectivement, il n'y a plus de droite en France, comme je l'ai souvent dit, puisque la droite, c'était quand même historiquement la défense de la famille, de la patrie, et notamment de la morale naturelle. Hein. Bon, c'est issu du royalisme aussi, donc oui. Or, il est évident, quand on voit que tous sont pour l'avortement, que par exemple personne ne trouve rien à redire, qu'on est passé de 12 à 14 semaines les délais légaux d'avortement, ce qui oblige à fracasser le crâne, la tête du bébé, quoi, du fœtus, hein, de manière absolument ignoble.
hein. Bon, pour le tuer, hein, finalement. À 14 semaines, on en est là, quoi, voilà. Et ça a été voté massivement à l'Assemblée nationale. Ça y est, c'est entré dans les mœurs. Donc, ils vont toujours plus loin dans l'horreur, hein. Ça avait été 10 semaines au moment de la loi Veil en 1975. La loi Aubry 2001, on est passé à 12 semaines. Et là, on passe à 14 semaines. Ils iront toujours plus loin. Voilà. Et Macron, s'il est réélu, et il sera très certainement réélu, on va en parler, eh bien, au niveau du sociétal, ça va être affreux. On aura la GPA, encore l'allongement des délais d'avortement, la persécution des écoles hors contrat, la fin de l'école à la maison, qui est déjà actée. Comme vous le disiez, il ne peut pas faire deux quinquennats, donc c'est le dernier, il va mettre tout. Il peut en faire 3, voilà. Et Ouais. il peut en faire 3, donc ce sera le dernier. Donc là, à la limite, même s'il est impopulaire à un moment donné, il pourra aller à fond. Voilà, il va y aller à fond les manettes, hein, et notamment dans tout ce qui est sociétal, c'est-à-dire qu'il va achever de détruire l'euthanasie, le suicide assisté, les drogues, la GPA, tous ces idéologies LGBT, enfin c'est dramatique, quoi. Bon, donc alors que, comme je l'ai déjà écrit, il y a de plus en plus maintenant dans les collèges et les lycées, dès l'adolescence, des jeunes gens et des jeunes filles qui changent de sexe, enfin qui pensent changer de sexe, parce qu'en fait c'est qu'une mutilation. Ouais, dans les universités, chaque classe à peu près doit avoir son tout à fait. exemple, Mais même moi en collège lycée, moi les exemples que j'ai autour de moi que je connais pas, oui dire, hein, des personnes qui m'en parlent. Ça c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, c'est très récent. Même moi adolescent c'était pas encore ça. Non. Dans tous les collèges et lycées de France, quasiment il y a ça maintenant. Je parle pas dans les durs contrats évidemment, mais dans les collèges publics, et même maintenant de plus en plus frais sous contrat, c'est rare qu'il n'y en ait pas un ou deux, hein, je veux dire maintenant, surtout dans les grands collèges, grands lycées, dans les villes, etc. Mais même dans les villes de province maintenant, hein, ça arrive de plus en plus, c'est l'horreur, quoi, je veux dire. Et les parents démissionnent face à cela, démissionnent et même parfois accompagnent l'enfant. C'est là qu'on est même plus capable de protéger nos enfants de rien, quoi. Donc il y avait la drogue, il y avait la pornographie, et maintenant il y a ça, ce qui est encore pire, quoi. Là on est vraiment dans le sommet de l'horreur, quoi. Bon. Et les Pfizer et tout ça. Donc Macron c'est ça, mais le problème c'est que les autres candidats ils s'opposent pas fondamentalement à ça non plus. C'est ça qui est dramatique. Bon, enfin donc pour en revenir à Pécresse, où elle fait une très mauvaise campagne, et de toute façon moi honnêtement je les trouve tous très médiocres, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Macron est favori à sa réélection, c'est que bon il est en place, ce qui est un avantage. La guerre en Ukraine, on en parlait, lui donne un avantage considérable. La guerre contre le Covid aussi. La guerre contre le Covid. Finalement le président des deux, quoi. Finalement le macronisme ne s'épanouit que dans les catastrophes finalement. Hein. Et c'est vrai que finalement les crises successives qu'il a connues, que le pays a connues, finalement lui servent considérablement. Finalement, on aurait pu penser le contraire, mais c'est parfois après la crise qu'il peut y avoir un décrochage. Churchill, par exemple, 1945, l'avait payé, et j'ai pensé qu'à un moment donné, si Pécresse avait fait une bonne campagne, ça aurait pu être possible. Mais bon, elle a fait une très mauvaise campagne. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine, c'est plié, hein, si j'ose dire. Bon, voilà. Bon, mais de toute façon, si ça avait été Pécresse, ça aurait été la même chose. Hein, je veux dire, c'est pas. Puis on disait même, bon, il y a un bon paquet de mois de cela, que ils vont peut-être passer au vote numérique pour essayer de tricher. C'est même pas nécessaire. Hein. Et finalement, ça n'est plus. C'est même pas nécessaire puisque les petits vieux iront voter à 6h du matin en faisant la queue. Ça n'est pas nécessaire, non. Mais oui, on peut traiter des présidentielles en continuant. Donc les candidats qui n'ont pas eu leur parrainage, par exemple, il y a eu ça. Alors on parle, on ne sait pas s'il y aura 11-12 candidats. Philippe Poutou dit qu'il a sans signature, mais Fabius ne le dira que le 17 mars. La liste donnera la liste officielle, donc on saura s'il les a eu ou s'il en manque quelques-unes. Donc il y en aura 11 ou 12 candidats. Je constate qu'on peut arriver à avoir 2 candidats trotskistes à chaque élection. Et à la même époque, il y en avait 3. Quand il y avait un candidat du Parti des Travailleurs qui se présentait, Pierre Boussel, par exemple. En l'occurrence, s'il y a des candidats de trotskistes, il n'y a pas de candidat de droite radicale finalement. Non, parce qu'on ne peut pas considérer que Zemmour ou Marine Le Pen soient la droite radicale. Non, on ne peut pas, oui, c'est vrai. Et Philippot n'a eu qu'une seule signature, ce qui fait qu'il s'est retiré le 18 février de la compétition. Yvan Benedetti qui s'était présenté a eu 0 signature, ce qui n'était pas une grosse surprise. Mais ce qui prouve qu'il est beaucoup plus facile lorsqu'on est d'extrême gauche. C'est vrai qu'ils ont plus de réseaux, plus de militants aussi sans doute, mais c'est pas la raison essentielle. C'est qu'il est beaucoup plus facile pour des maires de signer pour des candidats d'extrême gauche qui sont pas du tout diabolisés que pour des candidats dits d'extrême droite. C'est évident, voilà. Et Philippot, bien qu'il soit homosexuel, bien que sur les questions sociétales, soit pas bon du tout, hein, puisque je crois que sur le site des Patriotes, il dit qu'ils sont même pour le mariage homosexuel et tout cela. Le fait qu'il soit comme très en pointe contre l'Union européenne, contre l'euro et contre la tyrannie sanitaire, ça suffit à ce que même des édiles n'ont pas
c'est trop radical pour lui, c'est trop radical pour eux. Non, déjà, pas le droit d'avoir pignon sur rue. Après, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'équipes, qu'il les a recherchées très activement, je suis pas sûr non plus, parce que quand on n'a qu'une, bon, je suis pas sûr qu'il avait les équipes. Hein. Mais cela étant dit, c'est quand même frappant. Vous savez qu'Asselineau ne les a pas non plus, loin. Alors qu'il les avait. Ah oui, mais ça, je pense que dans le cas d'Asselineau, bon, il y a aussi le fait quand même que les affaires personnelles ont quand même beaucoup joué, parce qu'il a quand même perdu beaucoup de militants, et puis il est quand même mis en examen pour agression sexuelle, harcèlement, agression sexuelle, homosexuelle, bon. Donc, bon, c'est sûr que ça n'a pas dû aider non plus, je pense, là. Voilà. Et Dupont-Aignan, Zemmour, lui, est passé quand même. Oui. Donc il y aura 3 candidats à la droite, entre guillemets, de Pécresse. Donc Dupont-Aignan, Zemmour et Marine Le Pen, dont les programmes sont quand même relativement semblables, à quelques nuances près, finalement. Bon, les personnalités sont différentes, mais alors là, on annonce que ce dimanche à Toulon, dimanche 6 mars, Marion Maréchal, de ex-Le Pen, puisqu'elle a fait enlever ce patronyme, qui apparemment l'a gêné, va rejoindre Zemmour. Mais ce qui va encore diviser un peu plus le clan Le Pen, qui s'était déjà divisé au moment de la scission avec Maigret. À l'époque, mais ça s'est scindé différemment, parce que à l'époque, il y avait Le Pen père avec Marine et Yann d'un côté, et sa fille aînée était avec Philippe Olivier, donc de l'autre, Marie-Caroline. Et là maintenant, c'est l'inverse, Marie-Caroline et Marine d'un côté, et Yann et sa fille Marion de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc ça change un petit peu à ce niveau-là, quoi. Et Le Pen soutient évidemment sa fille. Moi, j'avais été surpris quand il avait dit qu'il soutiendrait peut-être Zemmour s'il était devant, ce qui n'est pas le cas actuellement d'ailleurs. Mais bon, maintenant il est revenu à Marine, ce qui m'étonne pas du tout, parce qu'il a toujours choisi la préférence familiale jusqu'au bout, le clan familial. Oui, il avait annoncé ça de façon abstraite, un bon paquet de mois avant. C'était abstrait et puis c'était très conditionnel. Bon, j'avais été un peu étonné, mais en fait, voilà, il revient, je dirais, à lui aussi à ses fondamentaux, si j'ose dire. Voilà. Donc ça n'est pas une surprise, ce qui n'est pas spécialement glorieux, parce qu'en plus, elle l'a exclu, elle a tout renié. Il me semble qu'il aurait pu au minimum ne rien dire, quoi. Bon, enfin bon, c'est son affaire. Donc oui, voilà, pour les présidentielles, vous direz, de toute façon, un Macron réélu de fait, parce que... C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, Zemmour et Marine Le Pen, et dans une certaine mesure Mélenchon aussi, enfin Mélenchon, c'est un cas un peu particulier, parce que il y a le phénomène du vote utile, du vote utile qui joue en sa faveur à gauche, puisque, bon, c'est lui qui est un petit peu au-dessus dans les sondages, et qui a plus de charisme que les autres, bon. Mais enfin, il est quand même un peu handicapé par le fait qu'il y a un candidat communiste, cette fois-ci Roussel, qui fait une campagne relativement dynamique, bon, donc il lui sera quand même difficile, a priori, d'être au deuxième tour. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un vote utile considérable jusqu'au bout en sa faveur. Bon. Puisqu'au fond, bon, tout laisse à penser maintenant que Macron sera largement en tête au premier tour, et donc ce qu'on ne sait pas de façon certaine encore, c'est qui il aura comme finaliste face à lui. Est-ce que ce sera Marine Le Pen, Zemmour, Pécresse ou Mélenchon, les 4 ont en soi une petite chance. Actuellement on dit que ce serait plutôt Marine Le Pen, si c'est le cas, ce serait, comment dirais-je, voilà, par rapport à 2017, ce qui est vraiment pas souhaité, ce qui est vraiment pas excitant. Bon, voilà, mais on verra bien. Enfin, de toute façon, il n'y a pas beaucoup à attendre, je pense, du résultat final, mais je pense qu'ils pâtissent un peu du fait qu'ils avaient pris des positions très poutiniennes. Zemmour peut-être plus encore que les autres, puisqu'il avait dit qu'il voulait être un Poutine français, il avait défendu la Russie, il avait dit aussi qu'il ne croyait pas en l'invasion partielle ou totale, en l'occurrence elle est totale, de l'Ukraine par Poutine. Donc évidemment, maintenant ils font du rétropédalage, puisque évidemment la guerre est très impopulaire, et donc c'est très mauvais pour eux tout ça. C'est très bon pour Macron, mais c'est très mauvais pour eux, c'est évident ça. Puis j'ai l'impression que c'est pire de faire du pro-Poutine aujourd'hui qu'être un anti-vax hier. Donc c'est-à-dire que dans la mesure où la Russie apparaît comme l'agresseur, l'assaillant, c'est ça, du côté de l'OTAN, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué à défendre. Je crois que j'ai vu un sondage où les 3% des Français qui soutenaient l'invasion russe de l'Ukraine, ça me paraît assez crédible, effectivement. Oui, c'est possible. Voilà, je pense que 95%, et je pense que c'est vrai dans tous les pays occidentaux, à mon avis, c'est le cas. Donc c'est certain que ce serait suicidaire électoralement pour un candidat, quel qu'il soit d'ailleurs, de prendre aujourd'hui des positions poutiniennes, c'est évident ça. Et donc ça, ils l'ont compris. Sauf que comme eux, ils avaient fait le contraire avant, ça les met en position difficile. Mais comme il était encore plus en pointe que Marine Le Pen et que Mélenchon là-dedans, évidemment, c'est lui qui semble en pâtir le plus. Voilà, et il a virevolté, évidemment, quoi. Parce qu'il y a même Glucksmann qui a criminalisé cette position en évoquant le cas de Fillon, en disant voyez où ça mène de soutenir Poutine. C'est sûr que là honnêtement, franchement, pour Macron, à 2 mois jour pour jour du second tour de la présidentielle, puisque l'invasion russe commence le 24 février, le second tour de la présidentielle c'est le 24 avril, donc 2 mois jour pour jour, il ne pouvait pas rêver mieux. Là, si
vous voulez, ça bouscule quand même la campagne de manière considérable. C'est-à-dire que maintenant, il suffit d'ouvrir les journaux, de regarder la télévision, la radio, les chaînes d'information continuent. On ne parle que de la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr, oui. Le Covid est devenu un sujet secondaire. Par contre, il reste les masques quand même. Hein. Un petit peu. Oui. Donc cela sature complètement l'espace politico-médiatique de telle manière qu'il n'y a plus de campagne finalement électorale. Aussi, oui. Et c'est très difficile pour les candidats, les concurrents ou les adversaires de Macron en avant, oui. de faire campagne. Puis c'est même très difficile d'attaquer violemment Macron parce que comme on a une période de crise, de guerre, ça peut apparaître comme un manque de décence, un manque d'unité nationale, etc. Donc ils sont pris dans le piège en quelque sorte. Hein. C'est très compliqué pour eux. Ils sont déjà morts et ils ne le savent pas finalement. mais c'est vrai que pour eux c'est un désastre. Hein. Et encore plus, je dirais, pour les candidats qui avaient pris des positions totalement ou relativement poutiniennes. C'est évident. Hein. Donc ça, et ça je pense qu'il n'avait pas du tout vu. Et c'est sûr que Zemmour, pour lui, c'est ennuyeux. Alors on pourrait se dire, bon, la campagne va durer encore 5 semaines. Oui, mais comme la guerre elle dure quand même et qu'on peut penser que les événements vont durer quand même un certain temps quand même encore, hein, et que ça va quand même dominer l'actualité pendant au moins plusieurs semaines encore, c'est assez catastrophique quand même pour les adversaires de Macron. D'ailleurs, Macron est déjà venu 2 fois s'exprimer sur le sujet de la télévision. Il sera sans doute amené à le refaire pendant la campagne. Et le fait d'avoir à la fois le statut de président et de candidat, dans les circonstances présentes, c'est un tout considérable pour lui. C'est évident parce qu'il apparaît au-dessus de la mêlée, au-dessus des autres, chef de la nation, chef des armées. Depuis 5 ans. Et en plus président de l'Union européenne en plus. Hein, oui, c'est vrai qu'il y a ce titre. Voilà, donc vraiment tout lui sourit, si j'ose dire, à l'heure actuelle. Et là, honnêtement, à moins d'un miracle, je vois vraiment pas comment il pourrait ne pas être élu. Hein. Et quand je dis ça, il y a quelques lecteurs qui n'ont pas compris, qui m'ont reproché d'avoir évoqué cela. Et moi, Bossuet disait toujours qu'il n'y a pas pire des règlements de l'esprit que de voir les choses, non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et en fait, moi, j'essaye d'analyser objectivement et froidement les choses. Oui, vous ne faites pas campagne pour Macron, on aura voilà, compris. Évidemment non. J'ai dit ce sera un désastre, même si je suis pas convaincu que ses concurrents feraient forcément beaucoup mieux. Hein. Oui. Mais enfin, quel qu'il soit. Mais enfin, quand on pense quand même symboliquement que ce qui s'est passé notamment au moment des Gilets jaunes, où Macron était quand même détesté sur les ronds-points et tout ça, qui puisse être éventuellement confortablement réélu, 3 ans après, 2 ans et demi après, ça paraît inouï. Mais attention, c'est pas parce qu'il est réélu confortablement qu'il n'y aura pas des graves crises dans les 5 ans qui vont venir. Attention, hein, parce que il est vrai qu'en période de guerre ou de graves crises internationales, les peuples ont tendance assez naturellement à se regrouper, à se resserrer autour du pouvoir en place, par conservatisme, par loyalisme, par légitimisme. Sens de l'unité. Par peur aussi, hein, des événements, par volonté d'être protégé finalement, ou croyant être protégé. Voilà. Donc ça c'est un phénomène qu'on exerce partout. Je rappelle que lors des 2 précédentes guerres du Golfe, les 2 guerres d'Irak, jamais François Mitterrand et Michel Rocard, lors de la première guerre du Golfe en 90-91, n'avaient été aussi haut dans les codes de popularité et de confiance. Et 12 ans plus tard, en 2003, Jacques Chirac, également lors de la 2e guerre du Golfe. La différence c'est que la France avait participé militairement à la guerre la première fois, pas la 2e fois, mais dans les 2 cas, les chefs d'État et de gouvernement en avaient profité massivement, mais ça avait été sans lendemain, si vous voulez, ça c'était pendant le conflit, puis très vite, les codes de popularité étaient redevenus normaux. Mais là, si vous voulez, comme on est en pleine guerre, qu'en plus, on évoque verbalement de part et d'autre une menace nucléaire, qu'il y a une montée des tensions, une montée aux extrêmes des 2 côtés. Oui, pour dans les 2 camps, d'ailleurs, dans les 2 camps, ce qui est quand même très inquiétant. Hein, on ne pensait pas que ça allait prendre une telle envergure, mais même les chaînes de Sputnik et de Russia Today en France ont été, enfin même dans l'espace de l'Union européenne, ont été complètement censurées. Donc oui, tout à fait. Ça prend des allures de guerre avec les embargos économiques et tout ça. D'ailleurs, de plus en plus, on rentre dans une économie de guerre. D'ailleurs, d'aucuns pensent, alors certains diront peut-être que c'est complotiste, mais d'aucuns pensent que même le Covid, qui est déjà nous donné une forme d'économie dirigée, un petit peu une économie de guerre, à préparer cela, c'est pas impossible. C'était notre avant-guerre. Voilà, c'est pas impossible. Il y a quelques, de toute façon, de Rivarol de cette semaine. Oui, il y a un article de Rochette là-dessus, etc. Et je le trouve assez intéressant parce que, effectivement, en tous les cas, si c'est un hasard bien heureux pour les gens, en tous les cas. Parce qu'effectivement, on était quand même déjà rentré là-dedans, quoi, etc. Dans une économie de guerre. Et en effet, là, on va y rentrer de plus en plus. Avec le prix de l'essence qui est encore flambé dernièrement. Tout à fait. Et moi, je pense que face à ces événements, il me semble qu'il faut absolument raison garder, se montrer extrêmement prudent, ne pas s'emballer, à mon avis, dans un camp ou dans l'autre. Moi, je pense qu'il faut regarder toujours l'intérêt de la France, rester français, rester nationaliste français. Et vous voyez, un certain nombre de gens dans nos milieux, par exemple, je veux dire, encourager à aller en Europe de l'Est, en Europe orientale, on sera mieux qu'en France, avec ce qui se passe actuellement. Hein, je veux dire, les gens qui sont en Roumanie, à la frontière de l'Ukraine,
qui sont en Pologne, qui sont... Moi, je connais ouais. des amis qui ont été, des camarades et ça, on dit, il faut y aller, là c'est merveilleux, la France c'est fini, tout ça. Hein, on croit toujours que l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Moi, j'ai toujours été très réservé face à cela. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein. Il risque de se retrouver avec des centaines de milliers et millions de réfugiés. Peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer entre avec la Russie et l'Ukraine si le conflit s'exporte ou s'étend, on ne sait pas. Enfin, en tous les cas, il me semble qu'on est plutôt moins mal, malgré tout, en France aujourd'hui que dans ces pays-là, me semble-t-il. Hein, je veux dire, pour l'instant. Bon. Donc, vous voyez, cette idée de toujours considérer que c'est mieux ailleurs. Et en plus, je trouve que c'est un peu une forme de démission quand même. On est français. Moi, je suis attaché à la France par tous les ports. Je veux dire, à sa culture, à sa langue, à ses paysages, à sa cuisine, à sa gastronomie. Moi, je pense qu'il faut se mettre en France, hein, autant que faire se peut. Qu'il y ait parfois des séquences tout à fait exceptionnelles. Bon, qu'on soit contraint à l'exil, c'est une chose. Mais ça doit rester tout à fait exceptionnel. Mais encourager, à mon avis, les gens à partir en disant c'est fichu. Moi, j'avoue que moi, j'ai toujours été contre cela, etc. D'abord parce que vraiment que ça. C'est comme il y a des gens, il y a des amis qui me disaient il y a quelques années, il faut aller en Australie, au moins c'est une terre très lointaine. On voit la folie covidiste tourner au mais des gens me disaient, ils voyaient que pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Moi, j'avais des amis qui me disaient ça parce que on me disait ça, c'est un pays, c'est très loin, c'est un pays, on sera tranquille là-bas. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des illusions. On ne sait jamais, ça peut changer très vite. Au moins on est en France, on a quand même nos aïeux qui sont enterrés là. C'est la terre d'où nous venons et où j'espère où nous retournerons. On parle la langue. On a quand même la langue, on a le paysage, on a la gastronomie, on a la culture, on a la famille, on a des amis. Moi, j'avoue que j'encourage les gens à rester en France. Si ça se passe mal, moi on est chez nous. Je veux dire, malgré tout, voilà, on a quand même nos repères, on a nos racines. Enfin, il me paraît quand même assez paradoxal de dire qu'on est nationaliste français et de faire le contraire quand même. Il me semble que moi, j'avoue que je préfère vivre et être enterré dans mon pays. Après, c'est bien d'avoir une conception de civilisation européenne tout de même, et d'éviter de se faire la guerre entre nous d'ailleurs, parce qu'on est déjà très mal au point. C'est pour ça, personnellement, moi je trouve désolant ce conflit, parce que les causes en sont multiples, on pourra peut-être rentrer tout à l'heure. Mais disons. L'Ukraine a interdit aux russophones de parler leur langue. Alors mais on en parlera de tout ça, mais ce que je trouve triste quand même, c'est que deux peuples blancs, européens, chrétiens se fassent la guerre finalement. Parce que je voyais les Ukrainiens, je voyais des jeunes filles, elles étaient magnifiques, quoi. Je veux dire, on aurait pu croire d'ailleurs des Françaises d'ailleurs, etc. C'est quand même une belle race. C'est un peu celtique, oui. C'est une belle race quand même. Et donc, et en plus finalement, c'est quand même pas loin finalement. C'est finalement, c'est à 1000 km de Paris finalement. C'est l'Europe de l'Est. On traverse l'Allemagne, la Pologne, on est en Ukraine. Je veux dire, c'est rien du tout finalement. Bon, c'est quand même pas loin quand même. C'est quand même notre continent de civilisation. Bon, voilà. Et donc, j'avoue personnellement ne pas voir le profit, l'avantage que la France, que les Français puissent tirer de ce conflit. Au contraire, comme vous dites, déjà de manière immédiate, sur le plan des énergies, l'augmentation de l'essence qui avait déjà fortement augmenté, les difficultés, même tout ce qui est les céréales également, donc même les pâtes, le riz, tout risque d'augmenter quand même très fortement. Enfin, ça va être dramatique. Si comme on peut le craindre, ça augmente encore et que ça dure dans le temps, ce qui est quand même probable, c'est quand même tout à fait inquiétant. Et en plus, donc, il y a des menaces quand même de nucléaire. Il peut tout à fait, les choses peuvent tout à fait déraper à un moment ou à un autre et tourner en guerre mondiale. Ça n'est pas certain. Espérons que ce ne sera pas le cas. On ne peut pas l'exclure absolument. Bon, et j'avoue que les gens qui jouent les matamores en disant oui, une bonne guerre, peut-être que ça nous ferait du bien, tout ça, les guerres mondiales ou même les guerres civiles, c'est facile d'en parler comme ça, alors qu'elles n'ont pas lieu. Mais souvent les atrocités que ça implique, je crois que on peut les éviter, c'est quand même préférable. Bon, et donc la deuxième était plus violente que la première en termes de technologie, donc là, la troisième, ça sera un petit peu. Donc, moi, il me paraît qu'il faut rester français, penser français et voir d'abord les intérêts de la France, de son peuple, de sa nation. Et on n'a pas à s'aligner, à mon avis, sur quelque nation que ce soit, sur quel chef d'État que ce soit. D'autant que je constate que on a beau être plus de 75 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on ne parle sans cesse que du nazisme finalement. Puisque Poutine, c'est pour toujours dire de manière quand même délirante, qu'il veut dénazifier l'Ukraine, ce qui est quand même incroyable, quoi. Bon, alors qu'ils ont un président juif à la tête de l'Ukraine et que le Premier ministre aussi est juif, on me dirait le Premier ministre russe de Medvedev est juif aussi. Hein. Donc bon, à la limite, si on rentre dans ce calcul, je crois qu'on trouvera des deux côtés, parce qu'il y a beaucoup d'oligarques russes qui sont juifs également. Bon, Poutine est très proche des Lubavitch. Bon, quand on lit après juive israélienne,
il félicite Poutine d'avoir créé un grand mémorial de la Shoah à Moscou, d'avoir ouvert ou inauguré d'avoir fait construire beaucoup de synagogues, etc. Donc si on rentre là-dedans, si on commence à rentrer là-dedans, on n'en finit plus, quoi. Bon, mais moi ce que je constate quand même, c'est qu'on reste toujours dans des discours, comment dirais-je, antifascistes débiles, antifascistes primaires, quoi, oui, etc. primaire, oui. Enfin, parce que quand il parle de nazis et de drogués en permanence, le drogué, je crois que c'était en l'occurrence le président. Oui, mais j'ai quand même l'impression quand même qu'il croit, que c'est pas simplement un discours. Moi, je crois que c'est vraiment le discours néo-soviétique, néo-communiste, qui considère que tout ce qui n'est pas communiste, finalement, est fasciste et nazi, quoi. C'est un classique. Moi, j'entends Brejnev en 68 avec les chars à Prague en disant qu'il va libérer Prague des fascistes. Hein. C'est exactement le même discours. Oui, c'est la même phraséologie. Ça, c'est pour ça que je suis un peu étonné quand je vois je le dis franchement en toute franchise, quand je vois des amis ayant une certaine sympathie, enfin, ou des camarades de combat ayant une certaine sympathie pour la puissance de l'Axe et pour un défunt chancelier, être poutinolâtre à fond, je suis un peu étonné, quoi. C'est quand même différent, oui. Parce qu'il est quand même anti-nazi, primaire, radical et viscéral, hein, je veux dire. Bon, c'est pas à ce point-là. Par contre, il n'y a pas la Gay Pride, il y a quelques points qui sont un peu. Alors, ça serait aussi bizarre de soutenir l'OTAN. Non, bien sûr. Non, mais on n'est pas obligé de choisir. On n'est pas obligé de prendre parti. Voilà, on n'est pas obligé de prendre parti. Moi, il me semble qu'il faut défendre la France dans cette affaire-là. D'autant plus que les Ukrainiens, ils ont quand même beaucoup souffert des Russes soviétiques avec l'Holodomor. Sous Staline, 3-5 millions de gens qui sont morts d'une famine organisée, volontaire, etc. Donc on peut comprendre que les Ukrainiens de l'Ouest n'aiment pas tellement non plus les Russes, quoi. Parce que si vous voulez, c'est complexe. C'est ni l'un ni l'autre, ni les Allemands ni les Russes d'ailleurs. Oui, c'est complexe parce que par exemple, il est clair que l'Ukraine de l'Est est russophone, etc. Et donc est très tournée vers la Russie. Ils ont quand même un pays qui est assez petite Russie, oui. Voilà, cette partie-là, c'est vrai. Mais l'Ukraine de l'Ouest, même si c'est vrai que Kiev est le berceau historique de la Russie, on peut pas nier que même si c'est une nation qui est plus récente, plus jeune, l'Ukraine, elle s'est formée en grande partie à cause de la persécution justement de l'Union soviétique à son égard, quoi. Et de son effondrement à la fin d'ailleurs. Et aussi. Et donc voilà, mais on peut pas dire qu'elle n'existe pas. Il y a des nationalistes ukrainiens à l'Ouest et à mon avis, ils feront pas de cadeaux non plus aux Russes. Il est certain que les Russes ont une supériorité technologique et militaire qui laisse à penser qu'ils devraient gagner militairement assez largement, hein, parce qu'ils ont une telle supériorité sur le terrain, à la fois par terre, par air, par mer, sans même près du nucléaire évidemment, qu'on voit mal comment l'Ukraine pourrait gagner cette guerre, c'est évident, mais cela dit, même s'ils la perdent, ça peut très bien être en Afghanistan, du moins à l'ouest, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des guérillas, des embuscades meurtrières, je ne pense pas qu'ils ne seront pas accueillis et les bras ouverts, hein, c'est évident. Je crois que ce serait une erreur de penser que les Ukrainiens, sauf ceux de l'Est sans doute, mais là c'est parce qu'ils sont russophones, mais à l'ouest, qui vont fraterniser avec les soldats russes et qui soient pro-Poutine, ça c'est totalement faux. Hein. Donc moi ce que je vois quand même, c'est de peuples blancs, européens, chrétiens qui se font la guerre, même si en l'occurrence, bon, il y a des assaillants, il y a des gens qui sont assaillis, mais enfin, il y aura des morts des deux côtés, des drames épouvantables, tout ça est profondément triste, et je ne vois pas ce sur quoi de positif ça peut déboucher. Je vois pas, enfin bon, on ne sait jamais hein, ce que peut donner une guerre, mais et moi il me semble que ça favorise plutôt à l'heure actuelle, alors on verra sur le long terme, hein, mais il me semble que ça favorise plutôt à l'heure actuelle l'OTAN, ce qui n'est pas souhaitable, hein, puisque finalement maintenant il y a même des pays, la Suède, la Finlande, je vois des sondages, les populations maintenant majoritairement voudraient se rattacher à l'OTAN, la Géorgie le voudrait également, il y a toute une série de pays maintenant qui voudraient se rapprocher de l'OTAN et de l'Union européenne. Ce qui, compte tenu de ce qu'est l'OTAN et de ce qu'est l'Union européenne, n'est pas souhaitable en soi. Bon, donc finalement, j'ai l'impression que ça favorise plutôt ce camp-là, qui n'est pas non plus souhaitable quand on voit ce qu'il est, même ce que devient l'Union européenne. Bon. Mais en même temps, quand on voit que la Russie de Poutine, elle est quand même plus ou moins liée à la Chine quand même. Hein. Quand on sait ce que c'est la Chine communiste, c'est pas non plus très enthousiasmant, si vous voulez. Hein. Ah ouais, ce sont des gros alliés géopolitiques même. Voilà, c'est quand même très clair. Donc si vous voulez, est-ce qu'il faut forcément choisir entre l'OTAN et la Russie et la Chine communiste de l'autre? Bon, moi il me semble que ce qu'il faut voir, c'est quand même défendre la France, hein, les intérêts de la France, de son peuple, et moi je constate que ce qui se passe à l'heure actuelle n'a que des effets négatifs pour le peuple, pour son pouvoir d'achat, et puis quand même il y a des menaces de guerre, d'affrontements armés, ce qui prouve d'ailleurs que l'histoire est le théâtre de l'imprévu finalement. Parce que qui l'eût imaginé finalement?
Hein. On nous parlait sans cesse de paix, et d'ailleurs de manière assez scandaleuse, on ne tient aucun compte des leçons de l'histoire, puisque, rappelez-vous, avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait fortement réduit le budget de la défense, on n'avait pas fait le nécessaire au niveau des crédits militaires, et là c'est un peu pareil. Depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans maintenant, c'est le budget de l'éducation nationale qui est le premier budget de la France, et non pas le budget des armées. On a même arrêté les essais nucléaires de manière scandaleuse et criminelle sous Chirac en 1996. Il aurait fallu continuer ces essais nucléaires, continuer à augmenter le budget de la défense. Un pays, pour se faire respecter, doit avoir une armée et une défense de qualité, moderne, efficace. De même qu'on a supprimé le service militaire, il me semble qu'on pouvait très bien avoir un service militaire court, mais où on apprenne quand même à utiliser une arme. Bon, c'est pas, bon, je suis pas spécialement militariste, hein, c'est pas spécialement mon truc personnellement, mais je reconnais qu'objectivement, ce serait utile que les jeunes gens sachent utiliser une arme finalement. Bon, voilà. Et le fait, là aussi, c'est Chirac d'avoir supprimé cela. Sans doute, on aurait peut-être pu en réduire la durée, le modifier, le moderniser certainement, mais l'avoir supprimé totalement et avoir rompu ce lien total entre l'armée et la nation, on voit très bien que c'est quand même une catastrophe, quoi. Parce que ouais, depuis, même, ils n'ont eu de cesse de transférer cette souveraineté à une échelle plus large, comme l'Union européenne, ou ce genre de choses, ou de l'OTAN. C'est une dénationalisation. Complètement, on a cédé notre monnaie, on a cédé notre souveraineté monétaire, et finalement sur le plan militaire, oui, il ne reste plus grand-chose, quoi, finalement. Quand on voit tout ce qu'on a pu fermer, le nombre de messes qu'on a fermées, les lycées militaires qui ont été supprimés, les crédits qui ont été amputés ou totalement annulés, les commandes de porte-avions qui n'ont pas abouti. Enfin, à chaque fois qu'il y avait des comment dirais-je, des réductions à faire, c'était sur le dos de la défense nationale qu'on le faisait, quoi, systématiquement. Forcément, parce que c'est pas très populaire électoralement, ça ne fait pas gagner des voix, quoi. Ça, voilà. Mais je suis désolé, un pays doit quand même consacrer 3, 4, 5, 6% de son PIB, ça me paraît pas excessif, à la défense nationale. Bon, or c'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Bon, et parce que évidemment, ça permet d'une situation de crise internationale de tenir les autres en respect. Il ne s'agit pas d'être, comment dirais-je, dans une posture belliciste évidemment, mais ça veut dire que lorsqu'il y a quand même des agressions extérieures ou des risques d'agression extérieure, si on est quand même, si on dispose d'abord déjà de l'arme nucléaire, qui est une arme de dissuasion, bon, si on dispose d'une armée quand même performante, les gens hésiteront quand même à se montrer trop agressifs à notre égard, quoi, c'est évident. Bon, hein, c'est le proverbe latin, si tu veux la paix, prépare la guerre. Hein. Si vis pacem parabellum, bon voilà. C'est ça. Bon voilà, donc et ça, tous les gouvernements successifs, mais ça c'est le propre de toute façon des gouvernements de la République, c'est toujours été comme ça en France. C'était comme ça sous la Troisième République, et ça continue quand même aujourd'hui. C'est pas parce qu'à un moment donné il y a une forme de paix, de détente apparente ou temporaire que c'est forcément comme ça que ça dure. Les hommes, depuis que l'homme existe, depuis le péché originel, ils ont toujours fait la guerre, hein, c'est comme ça. Donc il y a des périodes de paix relative, et quand c'est pas une guerre militaire, c'est une guerre économique. Chaque période a ses violences aussi, même si elles sont différentes. Et donc ça a été criminel de baisser la garde finalement. Et moi j'avais été scandalisé, je me rappelle en 96, lorsque Chirac, qui était typiquement le type du faux dur, quoi, finalement, il avait des coups de menton, mais finalement il cédait lamentablement. Il a fait 8 essais nucléaires, et puis ça a été terminé tout simplement parce qu'il y avait une pression contre l'arme nucléaire, alors que on sait très bien, les spécialistes savent très bien qu'une arme nucléaire, il faut faire des essais de manière régulière, on peut pas stopper définitivement en disant maintenant c'est fini, c'est bon. Non, parce que les techniques évoluent en permanence, ça implique de sans cesse tester, voilà, corriger. C'est évident, donc c'était une aberration. Il est évident qu'il faudrait reprendre des essais nucléaires aujourd'hui, non pas bien sûr dans le but de les utiliser, hein, évidemment, mais dans le but, au cas où on est agressé, de faire répondre. Voilà, c'est évident. Bon. Donc malheureusement, les gouvernements successifs, dits de droite comme de gauche, ont eu de cesse de réduire considérablement les crédits de la défense nationale, alors qu'on avait une armée de qualité. On a des gens qui savent se battre, c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Hein. Bon, il y a des armées qui sont beaucoup moins performantes, et c'est criminel, me semble-t-il, ne pas avoir fait le nécessaire dans ce domaine-là. Et à mon avis, c'est ça qui serait le plus important aujourd'hui à faire. Bon, voilà.
Mais évidemment, des commandes de porte-avions, des constructions de ce type, ça prend des années, hein, donc ça ne se décide pas au dernier moment. Et ça implique de prévoir tout cela. Alors évidemment, tout ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans, mais de toute façon, c'est vrai dans tous les domaines. Là, je parle de la défense, mais ça pourrait être vrai au niveau de la natalité, de la démographie, politique familiale nataliste qui n'a jamais été menée. Enfin bon, bien sûr, de la question de l'immigration. Enfin, on pourrait prendre de l'école, on pourrait prendre de la lutte contre la drogue, contre la pornographie. Enfin, on pourrait prendre tous les domaines. Il faudrait arrêter le LGBT voilà. Aussi. Oui, bien sûr. On va pas faire une armée LGBT. C'est une catastrophe dans tous les domaines. Bon, voilà. Bon, donc, mais je crois vraiment qu'il faut garder le sens de l'intérêt national et non pas s'aligner sur un camp. De toute façon, là, vous avez des propagandes de guerre des deux côtés, avec donc beaucoup de mensonges de part et d'autre, et donc il faut là-dessus faire preuve de beaucoup d'esprit critique, de beaucoup de distance, de beaucoup de recul, et ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dira de part et d'autre, hein, évidemment. Hein, bon. Mais je dois dire que s'agissant de l'interdiction des chaînes russes, quoi, RT Sputnik, quoi qu'on pense du conflit actuel, quoi qu'on pense de Poutine, c'est scandaleux, parce que on peut pas reprocher à la fois la censure en Russie, qui certes existe, hein, bon, et faire la même chose finalement. Je veux dire, bon, alors, on va dire c'est un dictateur, c'est bon, je veux bien, mais si c'est pour faire la même chose, on est quand même mal placé pour donner des leçons de ce point de vue-là. Il me semble quand même que le citoyen devrait être assez grand pour pouvoir justement s'informer sur différents canaux d'information ou de désinformation. Puis après avoir subi la tyrannie Covid, traiter de dictateur le pays d'en face, je ne sais pas si c'est bien. Oui, non, c'est tout à fait très déplaisant. Moi, je pense qu'il faut se méfier de cette. Par exemple, lorsque le ministre de l'économie, Le Maire, avait dit vraiment que le but c'était de détruire économiquement la Russie, quoi, de provoquer son effondrement. L'effondrement total de l'économie, près de guerre totale et tout ça. Et après, paradoxalement, on va dire qu'on n'est pas en guerre contre la Russie. C'est hypocrite. De même, quand on arme les Ukrainiens, même si on dit que c'est des armes défensives, quelque part, c'est quand même apparaître comme co-belligérant quand même. Bon, or il me semble qu'il faudrait garder une certaine distance dans cette affaire, une certaine réserve. Parce que, encore une fois, les conséquences quand même peuvent être lourdes. La Russie est une puissance nucléaire. Et il serait quand même bon de ne pas se la mettre à dos complètement non plus. Bon, il me semble que justement, si la France n'était pas membre de l'OTAN et jouait une forme de troisième voie, où elle pourrait dialoguer avec les deux parties en présence, proposer des solutions, être crédible. Le problème, c'est qu'elle n'est pas tellement crédible parce qu'elle est complètement du côté de l'OTAN, quoi. Voilà. Mais si on était indépendant, on aurait quand même beaucoup plus de force, me semble-t-il, pour justement essayer de jouer un rôle diplomatique et de désescalade. Parce que ce à quoi il faut tendre dans cette affaire, c'est la désescalade. Hein, voilà. Or, je constate, j'ai déjà constaté au moment de la guerre en Irak, déjà, on a l'impression qu'il n'y a que les bouts de feu, finalement, qui ont le droit à la parole, et il y a une forme d'escalade, je veux dire des deux côtés, d'ailleurs, hein, il faut être honnête. Bon, parce que, par exemple, je ne pensais pas que Poutine envahirait la totalité de l'Ukraine. Lorsqu'il envahissait la Crimée, ça avait une cohérence, parce que il voulait redéboucher sur la mer d'Azov et la mer Noire. Bon, sur le plan géostratégique, ça se concevait. La partie est de l'Ukraine, dans la mesure où c'était des russophones et des gens qui lui sont quand même massivement favorables, le Donbass, etc., ça pouvait jusqu'à un certain point se concevoir. Bon, je dis pas qu'il fallait le faire, mais ça pouvait se concevoir. Bon, mais s'en prendre à la totalité de l'Ukraine, à l'ouest, c'est quand même, ça me paraît quand même difficilement défendable, me semble-t-il. Bon, parce que là, c'est quand même des populations qui lui sont quand même pas favorables. Quoi. Bon, ça me paraît plus difficile à justifier, me semble-t-il. Bon, donc j'avais trouvé que jusqu'à présent c'était plutôt un bon joueur d'échecs, et là, alors on verra, hein, peut-être que sur le long terme, on comprendra mieux sa démarche. Il est un peu plus comme un bourrin, comme Hitler avec Danzig. J'ai un peu l'impression qu'il fait un peu la même erreur, qu'Hitler, etc., qui, après qu'il avait pu obtenir l'Anschluss, puis après donc l'affaire des Sudètes, la Tchécoslovaquie, il a pensé finalement que les autres pays d'Europe ne réagiraient pas, et il s'est trompé. Voilà, j'ai l'impression que Poutine a fait la même erreur stratégique, quoi, de penser que, alors là, ils réagissent quand même. Alors peut-être pas encore sur un plan strictement militaire, puisque évidemment la Russie a l'arme atomique, mais enfin, je trouve que les réactions sont quand même très violentes, hein, et quand même assez unanimes, bon, de l'Occident, et cette montée aux extrêmes de deux côtés ne me paraît pas une bonne chose.
Je pense qu'il y a des responsabilités partagées dans cette affaire. C'est sûr que comme toujours, c'est sûr comme que dans un divorce. Voilà, comme souvent. C'est vrai que par exemple les révolutions de couleur qui ont été notamment fomentées par la Fondation Soros, par des gens comme ça, etc. Ce qui est clair, par exemple, pour la révolution orange en Ukraine, la place Maïdan, tout ça. Bon, bah c'est sûr que ça n'était quand même pas quelque chose qui était favorable à la Russie. Hein, c'est certain. C'est certain que la Russie se sentit un petit peu encerclée avec l'OTAN qui voulait s'élargir de plus en plus à l'Est, alors que depuis la chute de l'Union soviétique, la logique aurait voulu que l'OTAN disparût, ou au moins se transformât, quoi. Bon. Donc c'est sûr qu'il y a des responsabilités de ce côté-là. Il y a des responsabilités occidentales qui sont tout à fait importantes, c'est certain. Mais je ne dirais pas que Poutine n'a aucune responsabilité non plus, parce que là, surtout quand il parle quand même de dénazifier l'Ukraine, enfin ces discours de fou furieux, quoi, je veux dire, bon, qui tient, etc. Alors des gens me disent c'est purement tactique. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il est quand même, faut quand même oublier que c'est un ancien quand même officier du KGB et qu'il est quand même dans cette logique néo-soviétique, néo-communiste, qui était celle d'un Brejnev, par exemple, et même d'un Staline, quoi. Bon, quand il parle de la Grande Guerre soviétique, la Grande Guerre patriotique, pardon, quand il parle quand même de dénazifier l'Ukraine, c'est quand même énorme, quoi. Si l'Ukraine était un pays nazi, ça se saurait, quoi. C'est pas parce que il y a la Légion Azov. C'est ça, oui. Et parce que il y a effectivement, lorsque l'Allemagne hitlérienne a envahi l'Ukraine en 1941, ils ont été reçus aux bras ouverts. C'est vrai, parce qu'ils avaient tellement été persécutés par les Russes, par les Soviétiques. Avec notamment le de mort, que forcément ils les ont accueillis favorablement et chaleureusement au départ. Et donc, enfin, de là à dire qu'aujourd'hui c'est un régime nazi ou un peuple qui serait, je crois qu'il a parlé même de logique nazie également. C'est quelque chose qui est quand même vraisemblable. Il a parlé aussi de génocide également, du génocide des populations russes dans le Donbass. Mais remarquez, j'ai vu que l'ambassadeur d'Ukraine à l'ONU avait parlé aussi du génocide perpétré par la Russie. Donc vous voyez, on reste toujours dans une lecture judéomorphe de l'histoire finalement. On n'en sort pas, c'est quand même effrayant. Comme nous a parlé, même Poutine, il a fallu, même Macron, dans son discours, il a fallu qu'il parle du mémorial de la Shoah là, à Kiev, etc. Le président ukrainien aussi en a parlé, en disant qu'il aurait été détruit par les Russes, ce qui est faux finalement. Bon, enfin, on est toujours dans cette logique judéomorphe, judéolâtre. Tous les chemins mènent à la Shoah. On n'en sort pas, quoi, voilà. Donc, je crois qu'il faut quand même, par rapport à tout ça, garder beaucoup de distance, d'équilibre. Mais enfin, c'est sûr que ce n'est pas spécialement réjouissant. Donc voilà pour les trois sujets essentiels qui étaient donc la fin du pass vaccinal ou du moins temporaire, les présidentielles françaises évidemment, et puis la guerre en Ukraine à travers l'action de Poutine. Voilà, et sinon j'avais peut-être un petit sujet de côté qui complète un peu le fait de parler de l'avortement qui a été reculé de 12 à 14 semaines. C'est cette offensive contre l'idée de grand remplacement, une offensive médiatique qui a eu cours et dont vous avez fait d'ailleurs un éditorial il y a bien 2 semaines, quelque chose comme ça. Il est certain que la guerre en Ukraine percute de plein fouet la campagne présidentielle et que toute une série de sujets en soi tout à fait importants, comme celui de l'immigration, du grand remplacement, passe à la trappe, ça c'est évident. Et ça devait être juste avant la guerre en Ukraine. Sera peu audible et à mon avis devrait assez peu jouer dans le vote des gens. J'ai vu des enquêtes d'opinion qui indiquaient que environ, je crois, les 3/4 des Français non seulement craignent évidemment la guerre nucléaire, mais tiendraient compte fortement dans leur vote de la guerre en Ukraine. Et s'ils en tiennent compte fortement, ça ne peut que favoriser le pouvoir sortant, c'est évident. Et défavoriser les autres candidats. J'évoquais le grand remplacement en disant que ce que ne disent pas les gens qui en parlent, comme Zemmour par exemple, même Pécresse en parle un petit peu maintenant, mais de manière très ambiguë. C'est surtout, c'est souvent contre Zemmour d'ailleurs qui parle de ce sujet-là, alors que lui-même est imparfait dans ses... ou incomplet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le grand remplacement ne revêtirait pas la gravité et l'urgence qu'il revêt actuellement s'il n'y avait pas non plus 220 000 avortements d'enfants français parfaitement diables chaque année. Et si on n'était pas dans le tout contraceptif et le tout avortement tel qu'on l'est aujourd'hui, s'il y avait une natalité quand même forte en France, s'il y avait des familles nombreuses, s'il y avait une vitalité démographique, le problème n'aurait pas l'acuité qu'il revêt.
Hein. Et j'ai souvent évoqué par exemple le cas du Québec, lorsque les Canadiens français étaient très catholiques et qui faisaient beaucoup d'enfants. Hein, beaucoup de familles nombreuses, une grande vitalité démographique, ils ont pu et su résister aux assauts du Canada anglophone et protestant qui essayaient de les marginaliser, de les dominer. Ils ont résisté culturellement, spirituellement, sur le plan démographique, jusqu'à la Révolution tranquille de 1960 où c'était l'effondrement complet, bon, à Vatican II avec la modernité, etc. Bon, mais voilà. Et j'évoquais aussi le fait que la Reconquista au Moyen-Âge en Espagne, qui a duré plusieurs siècles, elle n'aurait pas eu lieu, elle n'aurait pas triomphé si les Espagnols n'avaient pas une vitalité démographique, n'avaient pas non plus eu des convictions religieuses et politiques très fortes, un sentiment national et religieux très important. Il faut croire en l'avenir, il faut avoir des convictions fortes. Bon, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, par exemple, décider de mettre des enfants au monde, même si à l'arrivée, bon, c'est quand le bon Dieu qui les donne, hein, mais décider déjà de fonder un foyer et d'avoir des enfants, ça n'est pas rien comme décision. Hein, bon. Et tout est fait aujourd'hui pour nous inciter à renoncer à cela. J'étais frappé déjà lorsque j'étais lycéen, au moment des campagnes officiellement contre le sida, où on nous encourageait au port du préservatif. D'ailleurs, dans un récent éditorial, je faisais la comparaison entre le port du préservatif de ce plastique infâme, finalement, qu'on nous demandait de porter, et finalement le masque qu'on nous portait sur le nez et sur la bouche. C'est vraiment la même chose, hein, finalement. C'est le refus de la vie. C'est le refus de la vie, le refus de la transmission, de la vie, du don de soi, de l'engagement, etc., de la chaleur humaine, finalement, hein, avec autrui, etc. Alors plus fort dans un sens que dans l'autre, mais enfin, malgré tout, non, mais quand on y réfléchit, c'est quand même, je trouve que c'est quand même très fort, parce que c'est vraiment le refus de la communication, puisque maintenant même on vient plus serrer la main, plus s'embrasser, bon, voilà, et c'est considéré que l'autre était déjà un vecteur de virus, de maladie, voire de mort, quoi. C'est quand même une conception qui est quand même très particulière. Ça va contre quand même l'amour, le don de soi. On rencontre quelqu'un avec lequel on a des atomes crochus, des centres d'intérêt communs, des convictions communes. Bah, c'est légitime de vouloir fonder un foyer, de vouloir avoir des enfants avec, de vouloir, c'est même magnifique, hein. Alors, bon, et je raconte, les enfants sont toujours, les parents, pardon, les futurs parents sont toujours ravis lorsque à la première échographie, l'échographiiste nous montre, nous donne à entendre les battements du cœur du bébé. On voit déjà le bébé qui se meut, qui apparaît, qui prend forme, déjà un être humain qui prend forme. Bon, c'est magnifique, quoi. Et c'est pour ça que l'avortement, c'est une monstruosité. Bon, et donc, en l'occurrence, on voit vraiment que c'est vraiment un refus de la vie, quoi. Et là, on parlait tout à l'heure de LGBT, c'est ça, c'est l'horreur, quoi. Je veux dire, c'est le refus de la nature, de la création, du créateur, de ce que l'on est, quoi. Et il faut bien comprendre que le monde dans lequel nous vivons, c'est vraiment un refus de la création et du créateur, hein, de la vie, tout simplement, de la vie, le fait de fonder une famille, d'avoir des enfants, de faire son devoir d'État, de vivre tout simplement, voilà. Bon, c'est quand même quelque chose qui est effrayant, quoi. Bon, c'est pas tant de vouloir conquérir une ville, même si bon, on voit que ça existe aussi actuellement avec l'actualité, mais en Occident, c'est surtout de conquérir les âmes, de conquérir les esprits, de les vider, de les avilir. Hein, parce que par exemple, quand même maintenant, autrefois, enfin même il y a encore quelques années, les adolescents ne pensaient pas à changer de sexe. Il est certain que l'adolescence est une période toujours un peu difficile parce qu'il y a une transformation du corps, c'est la puberté, on est souvent un peu mal dans sa peau, on a parfois des boutons qui percent sur le visage, qu'on aimerait cacher, bon, on ne se sent pas toujours très bien, etc. Et donc on profite de ce mal-être temporaire lié à l'adolescence, aux hormones, etc., à l'évolution du corps, à la puberté, pour faire des choses abominables, quoi. C'est-à-dire mutiler les gens, détruire leur vie, détruire leur avenir, en faisant croire qu'ils sont mal dans leur peau parce qu'ils sont hommes mais ils devraient être femmes, ou ils sont femmes, ils devraient être hommes. Enfin, c'est absolument effrayant, quoi. Bon, et ça c'est voulu, il y a une volonté de destruction, hein, qu'on ne nous fasse pas dire, qu'on ne nous fasse pas croire que ce n'est pas voulu, ça, qu'il n'y a pas une volonté de destruction. Comme avec la drogue, hein. On sait très bien que la drogue, si on voulait vraiment l'empêcher, on pourrait. On connaît les gros bonnets, il suffirait d'aller dans les lycées, dans un certain nombre d'endroits, on sait très bien, on pourrait très bien, si on voulait mener une campagne efficace contre la drogue, on le pourrait, hein. Bon, donc il y a une volonté de pourrir la jeunesse par la drogue, par la pornographie qui pourrait être parfaitement empêchée d'être mise en liberté sur Internet. Ils ont bien réussi à supprimer les chaînes russes, donc hein, on pourrait très bien supprimer les programmes pornographiques, hein, si on le souhaitait. Bon, voilà. Donc il y a vraiment une volonté de pourrir la jeunesse en particulier, mais même la société en général.
et c'est très efficace, puisque maintenant avec les sites de rencontres, enfin, il y a des sexualités de plus en plus maintenant rapides, sans lendemain, qui ne débouchent sur rien, si ce n'est que sur du malheur et la frustration et l'amertume. Tout ça est tout à fait désastreux. Et c'est la raison pour laquelle moi je crois que ce qui est utile aujourd'hui à faire, c'est de rappeler les principes, de revenir toujours aux principes, de revenir aux traditions, à la foi, à la morale chrétienne. On dira que je me répète toujours, mais moi je vois pas d'autre issue. Et à l'authenticité des relations humaines. Bon. Et alors oui, donc j'en termine, avant d'avoir été grossièrement interrompu par moi-même, pour dire ceci, c'est qu'en réalité, j'avais été frappé quand j'étais jeune, donc je disais déjà au lycée, qu'on nous présentait la grossesse ou le risque de grossesse comme un grand malheur, comme un grand danger, le pire danger qui soit, pire qu'un cancer finalement, et qu'il fallait tout faire pour l'éviter, ce qui est quand même incroyable, parce que c'est quand même tout à fait normal, c'est la vie, ça s'est toujours fait depuis que le monde est monde, depuis que l'homme est l'homme, et c'est quand même incroyable, et ça c'était quand même très frappant, et ils ont réussi à convaincre malheureusement beaucoup de jeunes femmes, alors parfois ils arrivent à 40 ans, et elles veulent leur enfant, mais parfois c'est trop tard, tout quand elles ont eu 20 ans, 25 ans de pilule derrière elles, c'est pas évident de remettre ça en route, donc souvent ça fait des désastres, ce qui fait pourquoi soit elles vont adopter des noirs, ou des gens venus du tiers-monde, parce qu'il n'y a que ça qu'on peut adopter, etc. Ou alors elles vont rentrer dans des systèmes de fécondation artificielle, enfin de choses abominables, artificielles et contre nature, c'est quand même effrayant, si vous voulez. Bon, et on voit vraiment qu'on marche ça sur, pourrait pas se faire sur si la les tête. gens n'étaient pas aussi paumés, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que voilà, les gens sont, comme vous dites très bien, c'est que comme il y a une perte des repères, si vous voulez, et que tout a été fait pour que ces repères soient perdus, et on ne peut pas compter sur l'école, non plus que sur les médias, pour rappeler les principes. Parce que la morale, ce n'est pas que des interdits, ce n'est pas d'abord des interdits. C'est un cadre de vie qui doit, même ici-bas, tendre à l'harmonie, tendre à nous rendre heureux, autant qu'on peut être heureux ici-bas, évidemment. C'est jamais parfait. Mais il est évident que si on se comporte de manière conforme à un certain nombre de principes de morale, il y a plus de chances d'avoir une vie relativement apaisée. C'est sûr que l'homme qui adultère, qui est 3 maîtresses en même temps, il y a peu de chances qu'il ait une vie facile à gérer. Il faut être dans le mensonge en permanence. Il faut pas comment dirais-je, se faire prendre. Il faut pas donner des indices. Il faut pas laisser un SMS qui peut être un peu dangereux. Moi, je connais plein de gens. Les entretenir. Moi, je connais plein de gens qui sont fait avoir par des SMS. Je veux dire, une maîtresse, un SMS, la femme tombe dessus, etc. Des divorces, des choses épouvantables. Je veux dire, c'est un classique. Ça leur maintenant, en plus, maintenant avec les réseaux sociaux, vous imaginez, voilà. Donc il me semble que quelqu'un qui est davantage dans la fidélité, qui essaye de pas avoir trop de problèmes avec son prochain, etc. C'est plus facile à maintenir. C'est plus facile à maintenir. En voiture, quelqu'un qui vous insulte, vous répondez pas, vous dites que c'est ma faute, même si c'est pas de ma faute, il se calme, c'est terminé, ça évite de prendre un coup, c'est pas plus mal. Voilà. On dit merci, excellente journée, monsieur. Exactement, voilà, c'est ça. Moi souvent, j'en suis sorti de choses comme ça. Je vois quelqu'un un peu patibulaire, etc., un peu énervé. Il faut être profil bas. En général, ça passe. Avec la police aussi, ça marche pas mal. Mais voilà, je veux dire, c'est préférable. Après, oui, on parlait donc par rapport au cosmopolitisme, mais oui, il y a aussi l'aspect donc démographique et de la vie familiale, et de l'autre côté, les lois antiracistes, Guesso et tout ça. C'est-à-dire que de plus en plus, effectivement, de plus en plus, on vit dans une société déstructurée, atomisée. Là, l'autre jour, je regardais les informations continues, et je tombe sur une émission, je 10 secondes dans un pan, c'était alors c'était un sujet, c'est de pire en pire. Ah oui, les femmes qui comment dire, sont enceintes et qui plaquent tout pour une autre femme, moi, je veux dire, voilà. Donc c'était des femmes enceintes qui plaquent tout pour une autre femme. Vous voyez, on en est. Et une émission comme ça, je tombe là-dessus par hasard, je voulais mettre en plein après-midi, je tombe là-dessus. C'est vraiment vomitif. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Chez Hanouna, il avait rajeunir son vagin chirurgicalement. Voilà, oui, c'est ça. Et puis de plus en plus, maintenant, on parle d'utérus artificiel. Et en pleine journée dans les publicités. En pleine journée dans les publicités. Les chaînes officielles, c'est impressionnant. Et j'ai vu pour la Saint-Valentin que les macronistes, alors c'était effrayant, il y avait, je crois, 3 couples ou 4 couples, je ne sais plus. Alors il y avait un couple où il y avait un homme et une femme blanche, voilà. C'était le seul qui était, je veux dire, une romane entre guillemets. Mais alors après, c'était deux hommes noirs qui s'embrassaient et 2 femmes, je crois, 2 femmes blanches, me semble-t-il, c'était
sacrifiés, qui s'embrassaient également, quoi. C'est hallucinant, quoi. Donc sur 3 couples, il y en avait 2 qui étaient homosexuels, et en plus un couple noir, je pense qu'il n'y a pas aussi un couple métis, 3 ou 4, c'était effrayant pour la Saint-Valentin, les jeunes avec Macron. Vous vous rendez compte? Donc l'idée qu'ils se font de l'amour, il y avait une majorité homosexuelle. Vous me direz, bon, dans la Macronie, c'est très LGBT, hein, je dirais. Oui, après, à l'échelle de 65 millions de gens, 66, 67 c'est quand même pas le cas, parce que regardez, même les PACS, vous avez quand même 95% de PACS hétérosexuels et 5% homosexuels. Et dans les mariages, pareil, c'est 5-6% maximum, quoi. Donc ça veut bien dire que malgré la propagande LGBT massive, il y a quand même 95% des gens ayant une vie sexuelle qui sont quand même hétérosexuels, quoi. Encore aujourd'hui, bon, voilà. Donc, et ben malgré ça, sur les photos qu'ils avaient choisies, 2 sur 3, il me semble qu'il y en avait 3, oui. 2 sur 3 étaient affichés des homosexuels, dont 2 noirs. Bon. C'est quand même absolument... C'est peu représentatif comme l'équipe de France de football, quoi. Exactement, mais de toute façon, le sport est une arme de destruction massive de l'identité nationale, favorisant le métissage, favorisant le grand remplacement. Le sport médiatisé, oui, bien sûr. Le sport, le sport médiatisé. Dans le sport professionnel médiatisé, voilà. Et le football tout particulièrement. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune, je défendais l'équipe de France, etc. Bon, dans les années 80, voilà, 70-80, d'accord. Mais honnêtement, depuis le milieu et la fin des années 90, quand je me suis rendu compte que c'était très majoritairement, on mettait des blacks et des beurs, et maintenant on met quasiment que des blacks d'ailleurs, très majoritairement, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas des blancs qui ne sachent pas jouer au football normalement. Là, c'est clair qu'il y a une volonté. Ça n'est pas fait parce qu'on prend les meilleurs. C'est qu'il y a une volonté véritablement politique, d'ailleurs certains ne s'en cachent même pas, d'encourager par le sport, et comme le football est très populaire, et très suivi, évidemment, d'encourager les gens à se métisser et à accepter un changement de population, une submersion migratoire, et à effectivement se métisser même individuellement. Bon, c'est évident que c'est fait pour ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, donc à partir du moment où c'est fait pour cela, moi j'ai essayé de soutenir l'équipe d'Île-de-France, parce que là, si vous voulez, ça n'est plus notre pays qui est représenté, c'est une idéologie une antiraciste de manière unilatérale, et qui est faite pour nous détruire. En fait. D'autant qu'avant, on allait chercher les joueurs dans nos régions, un peu comme dans le cyclisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement la même chose que pour le LGBT, c'est la même chose, d'ailleurs souvent c'est les mêmes officines, c'est les mêmes méthodes, et ça consiste à nous détruire, quoi, c'est tout, voilà. À détruire nos racines, notre identité, notre pays, notre religion, notre morale, nos mœurs, nos mentalités, changer les mentalités, ils y ont fortement réussi déjà. Il faut résister face à cela, même si on est minoritaire, tant pis. Il faut céder sur rien, et ne pas céder au mode. Mais il est évident que dans un cadre électoral, c'est compliqué. Pourquoi je ne crois pas du tout, moi, aux élections? Parce que le mythe de la bonne élection, c'est vraiment n'avoir rien compris au système démocratique. Vous avez déjà le filtre des 500 parrainages. Et le filtre des 500 parrainages, ça vous donne quoi? Ça vous donne que des candidats centristes, 2 candidats trotskistes, tous des candidats mondialistes, européistes, et ceux qui sont censés être de droite, c'est dans un cas comment dirais-je, une quinquagénaire alcoolo-tabagique parricide. Bon, et de l'autre, un judéo-sioniste sexagénaire bigame. Hein, ce que je disais, il bigame, Zemmour, puisqu'il est toujours marié officiellement avec sa femme, et en même temps, il est tout à fait officiellement, publiquement, avec sa concubine du moment, Sarah Knafo. Leur seul point commun, c'est que les deux sont séfarades, hein, quand même, donc il reste quand même... D'ailleurs, j'ai lu que Marion Maréchal et Knafo ne s'entendaient pas bien, mais je pense que Maréchal fait des illusions, il a mis en avant ce qu'il en a besoin, ça lui ferait des voix en plus, c'est ce qu'il espère, enlever des voix à Marine Le Pen avant le premier tour, mais si elle pense, Marion Maréchal, que c'est lui qui va choisir pour sa succession, il se fait des illusions, il restera dans le séfarade, hein, c'est Knafo. S'il y a un choix à faire entre Knafo et Marion Maréchal, pour les grandes décisions, pour l'essentiel, ça je peux vous assurer, il prendra Knafo. D'abord, c'est sa concubine, bon, donc j'ai de cœur, et en plus, c'est la même ethnie, c'est la même religion, voilà. Parce que c'est comme on me dit toujours, la trompe de naïf me dit toujours, ah oui, mais enfin, vous avez vu, Zemmour, il était à la messe de minuit, il dit du bien du christianisme, qu'il est imprégné de christianisme, oui, mais il dit en même temps qu'il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il n'est pas ressuscité. Bah, si
si les mots ont un sens, si Jésus n'est pas Dieu, n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas ressuscité, c'est que c'est un imposteur. Il n'est pas chrétien déjà. C'est ce que dit le Talmud, quoi, je veux dire. Ouais. Donc il le dit pas de cette façon-là, mais c'est directement ça, quoi, je veux dire. Sauf que les gens ne concluent pas, quoi. Hein, et quelques apparences, voilà. Alors que je crois tout à fait qu'un juif... Pour mieux t'empoisonner. Alors que je crois que tout à fait, un juif peut parfaitement se convertir. Par exemple, Véronique Lévy, la sœur de Bernard Lévy, que je ne connais pas personnellement, mais quand je lis ce qu'elle écrit, j'ai tendance à penser, sans sonder les reins et les cœurs, mais j'ai tendance à penser que sa conversion est sincère. Mais elle ne dit pas les mêmes choses que Zemmour. Elle ne dit pas les mêmes choses sur l'antisésionisme, sur les Palestiniens, sur la tyrannie sanitaire. Ça se constate dans ce qu'elle dit, voilà. Et qu'elle a l'air de penser sincèrement. En général, un juif qui se convertit a une certaine sévérité vis-à-vis de son passé, vis-à-vis de ce qu'on lui a fait croire comme les abbés Lehmann et tout ça. Voilà. Donc, or, c'est pas du tout le discours de Zemmour. D'ailleurs, j'ai vu récemment, je crois qu'on le passe dans Riverol, j'ai vu qu'il y a eu un meeting, une réunion en Israël, à laquelle participait en visioconférence Stanislas Rigaud, président de la génération Z, qui avait traité d'ailleurs Riverol de Torchon. Et donc, Israël, donc c'est une réunion en Israël, donc c'est tout à fait pro-israélien, pro-sioniste, voilà, c'est évident. C'est-à-dire que c'est mettre la droite nationale sous pavillon juif, sous domination juive, quoi, Zemmour. Ça n'est que ça, quoi. Donc évidemment, Marine Le Pen ayant tout abandonné, tout renié, il y a un certain nombre de gens qui vont vers Zemmour, mais outre que le programme sur l'essentiel elle-même, c'est quand même se mettre sous domination juive, parce que tous les financiers de Zemmour, ils sont juifs, il est juif, sa maîtresse est juive, sa femme est juive, et quand il est dans un pays où quand même Saint-Louis a brûlé le Talmud, je veux dire, avoir un candidat talmudiste à la tête de la France et tout ça, on vous me dirait sous la 5e République, quand on voit déjà que les candidats de Rothschild, oui, bien sûr. C'est qu'ils avaient perdu des pans électoraux entiers que Zemmour a pu récupérer, parce que ce sont des gens même assez proches de nous. Vous vous rendez compte, on a réussi que 50 ans de l'eupénisme et de macronisme, ça débouche sur une droite nationale sous pavillon juif, quoi, je veux dire. Là, on a l'impression de lire du Louis-Ferdinand Céline et que c'est même plus caricatural. Non, mais à cause de leur dérives monégasques, de leur absence totale de principe, de leurs échecs, de leur comportement, de leur trahison, de leur reniement programmatique doctrinaux, de leur gestion exécrable des ressources humaines, etc. Finalement, ça amène finalement à ce que un juif poussé médiatiquement et financièrement finalement recopie plus ou moins le programme, d'ailleurs très imparfaitement, Jean-Marie Le Pen, plus ou moins, parce qu'il n'y a pas du tout levé, notamment sur la famille, contre l'avortement. Oui, dans les années 90, ça n'a pas le niveau non plus de cette époque-là. Bon, et puis c'était quand même Le Pen de la grande époque, je suis désolé, quand il parlait qu'il y avait un micro-cravate sans note sur les scènes, c'était autre chose que Zemmour quand même. Même s'il a progressé incontestablement, j'en conviens, ça n'est quand même pas Le Pen de la grande époque, je suis désolé, ni dans l'agilité de la langue, ni dans les ordres oratoires, ni même dans la culture littéraire et historique. Donc, je sais bien, comme dit l'adage, faute de grive, on mange des merles, mais malgré tout, la famille Le Pen en général, et tout récemment Marine Le Pen en particulier, ont des responsabilités colossales dans cela, parce que je veux dire, si c'était comporté autrement, ce qui est que vous avez un certain nombre de cadres maintenant qui s'en vont, les Ravier, les B, soit dit en passant, c'était pas les plus incompétents, les plus incompétents restent avec Marine Le Pen, les plus courtisans, les plus nuls, et les plus LGBT, mais je constate que c'était aussi souvent les plus sionistes, parce que par exemple Nicolas B était le premier d'être allé en Israël, etc. Donc c'est elle aussi, avec Collard aussi, qui est toujours un des soutiens les plus fanatiques d'Israël, c'est quand même les plus licoudniques en fait qui y vont, donc c'est pas un hasard non plus. Donc on voit quand même qu'on a une droite nationale sioniste de plus en plus, quoi. D'ailleurs il dialogué avec Trump c'était aussi national sionisme, je suis désolé, aux États-Unis. Donc finalement Orban, national sionisme. De toute façon maintenant la droite nationale n'est acceptée. Le populisme n'est accepté que si c'est gachérisé, de toute façon. Je veux dire, voilà, le populisme, c'est tu as le droit d'être un peu nationaliste parce que tu reconnais que. Voilà. Mais ça dit, Poutine est lui-même aussi très sioniste. Je veux dire, il avait d'excellents rapports avec Netanyahou. Donc tout ça est assez désespérant. C'est le monde post-Nuremberg en même temps. C'est le monde post-Nuremberg. Voilà. Donc par conséquent, il faut raison garder les principes, et ne pas avoir trop d'illusions. On commentera quand même un petit peu les élections, voir un petit peu ce qui se passe, mais je n'en attends rien.
Et malheureusement, je crois que ça risque encore d'être 50 perdus pour la France. Et c'est la raison pour laquelle il convient de conserver les liens, les réseaux, les amitiés, de les cultiver, de créer des contacts entre nous très importants, d'authenticité, et puis d'essayer autant faire se peut de servir la vérité, d'essayer d'y voir clair, de décrypter l'actualité. Ça n'est pas simple, parce qu'en plus l'oligarchie, elle a des coups d'avance par rapport à nous. Nous, c'est peu à peu qu'on arrive à comprendre, pas toujours parfaitement, où elle veut aller finalement. Hein. Par exemple, cette guerre, moi j'avoue, je l'avais pas du tout anticipé, je pensais pas du tout que ça arriverait si vite de cette façon-là. Donc si vous voulez, je ne sais même pas ce qu'ils ont déjà anticipé, peut-être qu'on comprendra plus tard finalement. Bon, donc on essaye, nous, avec les petites lumières dont on dispose, de comprendre, pas toujours parfaitement, ce qu'il en est. Mais par exemple, je pense qu'il y a très peu de gens qui pensaient par exemple que Poutine rentrerait en guerre. Hein, on pensait que c'était des gesticulations pour essayer de défendre les intérêts de la Russie. On ne pensait pas du tout que la plupart des gens, je pense, j'en sais très peu de gens. Les Américains l'avaient dit, c'est vrai. Je pense qu'il devait y avoir des services de renseignement sans doute plus efficaces cette fois-ci en tout cas. Bon, mais enfin, peu de gens y croyaient. Hein. Bon, il faut dire ce qui est. Hein. Bon, voilà. Donc, on ne sait pas finalement de quoi demain sera fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'avoir des temps de plus en plus dangereux, de plus en plus inquiétants, et c'est la raison pour laquelle notre seule boussole, c'est celle de la doctrine nationaliste et des principes, et de la défense de l'intérêt national. Voilà. Hein, voilà. La défense de l'esprit, et après du corps national, c'est le patriotisme, pour distinguer un peu Tout à fait, les deux branches, mais qui sont au mieux complémentaires. Et puis sinon, je souhaite, pour terminer, un bon S5 carême, puisque nous entrons en carême à nos auditeurs. Depuis le mercredi des cendres, même si la vidéo est tournée 2 jours après. La période quadragésimale, voilà. Les 40 jours de carême. Et je pense qu'on se reverra, sauf s'il y a vraiment des événements très importants ou dramatiques, mais je pense qu'on se reverra après Pâques. Comme ça, on pourra faire le bilan de la présidentielle et un petit peu peut-être de l'évolution de la guerre en Ukraine. Si toutefois elle n'est pas terminée d'ici là, il y aura sûrement des leçons à tirer de tout cela. Je souhaite bon courage à tout le monde. Et bon, il faut penser à recommander la lecture de Rivarol et également annoncer la création de la chaîne YouTube qui est rendue plus active, disons. Oui, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a déjà créé une chaîne YouTube, Jérôme Bourbon, on aurait préféré l'appeler Rivarol, hein, ça n'est pas par mégalomanie, mais c'était pour changer un petit peu et essayer de la conserver face à la censure et face aux persécutions qui nous sont faites. Donc on a une petite chaîne YouTube, au départ on mettait que des extraits de vidéos, maintenant on les met en entier, on a mis la dernière en entier, on va la mettre la dernière en entier, donc n'hésitez pas parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils ont du mal avec Odyssée, parfois ça rame ou ils n'ont pas forcément accès, ce qui n'est pas forcément faux, hein, hélas. Et donc on maintient évidemment la chaîne Odyssée, mais on mettra sous la vidéo le lien YouTube également, donc vous pouvez également aller sur YouTube. Voilà, on maintiendra Odyssée de toute façon, hein, puisque c'est quand même plus sûr, mais on va quand même essayer de refaire vivre un petit peu YouTube. Donc maintenant on mettra systématiquement, tant que cette chaîne n'est pas supprimée, on mettra également donc sur YouTube les vidéos. Donc Jérôme Bourbon, YouTube Jérôme Bourbon. On le trouve en clic en tapant ça, le lien. Mais on vous mettra le lien également sous la vidéo Odyssée. Dans l'hebdomadaire, on l'ajoutera. Et on l'ajoutera dans l'hebdomadaire en version papier également. Voilà. Comme ça, ce sera retrouvable. Et puis ceux qui ont des soucis de lecture pourront les contourner ou même s'abonner à la chaîne YouTube. Comme tout à fait. Ça permettrait de fidéliser un peu. Exactement. Parce qu'il faut vraiment être offensif. Tout à fait. À très bientôt à tous. À très bientôt et 5 carême.